On va enchaîner de suite avec un témoignage d'un avocat spécialisé dans le domaine, donc maître Géraldine Martinasso, qui nous indique finalement que je vous laisse découvrir. On le verra plus tard. Bonjour, Géraldine Martinasso, avocat au barreau d'Avignon depuis 2009. J'exerce notamment en droit du travail et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai été plusieurs fois confrontée à des questions de harcèlement moral au travail. Alors en la matière, on a deux définitions du harcèlement moral qui ressortent du Code du travail et du Code pénal. Le Code du travail parle d'agissement, le Code pénal de propos ou de comportement, mais dans les deux cas, il s'agit d'agissements de comportement qui sont répétés, qui amènent une dégradation des conditions de travail et qui soit portent atteinte à la dignité et aux droits du salarié, soit altèrent sa santé physique ou mentale, soit compromettent son avenir professionnel. Il faut savoir que l'employeur a une obligation de prévention et également une obligation de sécurité de résultat. Donc dans le cas de l'obligation de prévention, son objectif, en tout cas son obligation, c'est d'empêcher la réalisation du risque. Alors il peut être alerté de différentes manières et notamment par le salarié victime ou par un salarié témoin qui bénéficie dans ce cas d'une protection puisqu'il ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement. L'employeur, quand il y a harcèlement, doit réagir. En général, il mène une enquête interne pour savoir exactement en quoi consiste le harcèlement et si effectivement il y a bien harcèlement. Il faut savoir que la difficulté en la matière, c'est que en fait, on est souvent face à la notion de ressenti de la part du salarié. C'est-à-dire que le salarié qui est victime peut l'être effectivement, il n'y a pas de difficulté, mais il peut aussi avoir un ressenti qui lui l'amène parfois à considérer qu'il est victime de harcèlement, alors qu'il n'est pas si on présente des choses de manière objective, ce que fait en général l'employeur. En tout état de cause, il y a toujours le problème de la preuve en la matière, puisque le salarié qui est victime de harcèlement est souvent, de façon un peu surprenante, mais souvent celui qui est licencié, et qui donc en fait se retrouve avec la fin de la relation de travail et il va avoir des difficultés à ramener la preuve du harcèlement dont il a été victime parce que premièrement c'est un ressenti qu'il a, deuxièmement on a rarement des gens des salariés autour qui veulent bien faire des attestations reconnaissant qu'effectivement on a bien un harcèlement qui se produit au sein de l'entreprise. Souvent, celui qui est le harceleur, qui est souvent le supérieur hiérarchique, harcèle, mais quand il est seul en tête à tête avec la personne et par ailleurs devant les autres salariés organise les entretiens individuels et se comporte comme il le ferait normalement. Et on a aussi le fait que l'employeur peut lui-même amener les éléments de preuve pour démontrer qu'il n'y a pas de harcèlement. Donc comme c'est soumis au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et en l'occurrence du Conseil du prud'homme, on a souvent des éléments dans les deux sens, une certaine subjectivité et donc des difficultés quand on défend le salarié harcelé à ramener la preuve qu'effectivement il y a bien harcèlement. Il faut savoir que au pénal, c'est sanctionné par des dommages et intérêts. Au prud'homme, quand le salarié harcelé est licencié, il a deux possibilités, soit demander des dommages et intérêts, soit demander sa réintégration au sein de l'entreprise. Ça pose toujours une grosse difficulté de demander la réintégration parce qu'il faut que quand même sur le plan mental, émotionnel, le salarié se sente retourner à un poste où il a été victime de harcèlement et en plus il se retrouve soumis au regard des autres salariés donc, qui peuvent avoir un comportement un peu dubitatif à son endroit. En tout cas, la preuve est vraiment une difficulté à ramener. Il faut savoir que la procédure se fait selon un mode accéléré, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de conciliation devant le bureau
de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme, on va directement devant le bureau de jugement. Et les textes prévoient que l'audience doit se tenir dans les délais d'un mois de la saisine de la juridiction, ce qui en pratique n'est jamais le cas puisque les délais sont beaucoup plus longs pour des raisons d'encombrement de la juridiction. Donc, ce qui fait que le salarié qui est victime de harcèlement, qui est licencié, en fait, va attendre plusieurs mois avant d'avoir un jugement qui va soit dire ou ne pas dire qu'il a effectivement été harcelé, que le licenciement est ou non justifié. J'ai eu plusieurs cas à ce sujet. Donc, un premier cas dans lequel il s'agissait d'une femme de ménage qui avait été témoin de ce que sa supérieure hiérarchique avait utilisé une des chambres de l'hôtel pour un rendez-vous galant. Ce qui s'est passé dans ce dossier, c'est qu'en fait, la supérieure hiérarchique a d'entrée de jeu mis la pression à la salariée pour obtenir qu'elle se taise, parce que elle risquait effectivement d'être licenciée, et au final, elle s'est si bien débrouillée que c'est la salariée qui avait été témoin des agissements qui effectivement a été licenciée, pardon. Donc ça, c'était un peu difficile de ramener la preuve parce que les autres salariés ne voulaient pas forcément témoigner, et en plus elle avait été seule à voir les faits en question. Ensuite, j'ai eu un autre dossier dans lequel on était sur du harcèlement moral. La personne, en fait, était victime d'agissements sur son poste, également par son supérieur hiérarchique. En fait, il n'y avait pas de mail, pas de salarié qui voulait témoigner, donc en termes de preuves, c'était très compliqué. Alors, il y avait une dégradation de l'état de santé, avec des arrêts de travail dus à une altération de sa santé mentale, puisqu'elle était devenue dépressive, etc. Mais en même temps, j'avais que des petits mots laissés sur le bureau, mais sans nom, voilà, et c'était vraiment très difficile de ramener la preuve. Donc effectivement, j'ai pas obtenu la reconnaissance du harcèlement. Mais généralement et de façon globale, on peut considérer que la réponse judiciaire n'est pas adaptée, puisque non seulement c'est long, mais en plus les juges sont assez frileux pour reconnaître l'existence de harcèlement. Pour conclure, en réalité, on se rend compte que les procédures devant le conseil de prud'homme ne sont pas forcément adaptées, et qu'en réalité, la vraie solution se trouve dans la redéfinition des relations au sein des personnes concernées, par le biais d'une médiation, ou en tout cas apporter quelque chose de qualitatif à la relation entre harceleur et harcelé, de manière à lisser la difficulté, à aussi régler les problèmes, et de manière à ce que le ressenti de chacun soit rationalisé et en même temps exprimé pour tenir compte de la position de chacun. Donc voilà le témoignage de Géraldine Martinasso. Donc elle vous indique bien que d'une manière générale, l'arsenal juridique, aussi énorme soit-il, ne permet pas ou ne donne pas une réponse satisfaisante dans le domaine. Vous pourriez peut-être ajouter quelque chose, François, Joël, Jean-Bruno? Bien sûr. Enfin, moi, je peux toujours ajouter quelque chose. Je trouve que c'est déjà un très bon témoignage, puisqu'on a vraiment affaire à un professionnel qui s'occupe de harcèlement, donc avec tout l'arsenal effectivement juridique à sa disposition, et puis aussi voilà, sa profession qui lui permet d'entendre les personnes et de nous faire remonter ici un témoignage, je trouve, poignant, et qui montre encore une fois bien qu'il y a cette dimension émotionnelle de ressenti qui fait vraiment le terreau, le lit, le socle, les fondements de tout harcèlement, et ce fondement du harcèlement, il est évidemment il est cimenté par la dimension hiérarchique qui vient à l'appui de la confusion identitaire de part et d'autre. Je prends pour moi ce qui n'est pas moi, etc. Et chacun s'emmure finalement dans des ressentis d'homéostasie, pour reprendre ce terme, difficiles, désagréables, qui provoquent du conflit en nous. Et donc cette indépendance que nous prônons au niveau des médiateurs professionnels, l'indépendance au niveau de toute autorité tutélaire, de toute autorité de tutelle, de toute autorité
cultuelle ou culturelle, indépendance au niveau de l'influence qu'on pourrait avoir d'une personne sur nous-mêmes ou d'une personne justement hiérarchiquement supérieure à nous. Cette indépendance que nous travaillons lors de la médiation professionnelle apparaît notamment ici comme un élément indispensable à transmettre aux personnes qui font les organisations, aux agents de maîtrise, et que ce soit de la femme de ménage aux dirigeants, chacun doit être équipé au moins au minima sur cet outil de capacité d'acquérir une indépendance à l'intérieur et à l'extérieur en tant qu'être humain, tout simplement, au sein d'une organisation. Merci. François? En effet, sur cette vidéo, on voit que depuis les années 60, petit à petit, le législateur a créé des lois pour définir le harcèlement ou les harcèlements, puis punir en cas de harcèlement. Et pourtant, il semble compliqué parfois pour les tiers qui doivent juger de prendre une décision, souvent par manque de preuves. Donc on va rester, comme ça a été mentionné, sur des ressentis. Et le questionnement de Maître Martinasso est très intéressant. Comment fait-on pour accompagner les salariés qui sont déboutés de leur demande de reconnaissance de leur harcèlement? Comment fait-on pour reconstruire les relations? En cas de réintégration, comme Maître Martinasso a posé la question, on doit être accompagné par un professionnel. Ça, c'est une certitude. Et un médiateur est peut-être la solution. Merci. Joël, tu aurais quelque chose à rajouter? Oui, alors très intéressant, hein, bien sûr, le témoignage de Maître Martinasso. Moi, ce que je trouve qu'il met en lumière, c'est que oui, d'un point de vue juridique, le harcèlement est reconnu. Il y a un arsenal qui pourrait apporter des solutions, mais en réalité, c'est très difficile. Elle le dit, il y a certains cas où, pour arriver à prouver, bien sûr, que les personnes qui ont des agissements répétés, elles vont pas l'écrire, hein, elles vont pas faire un témoignage, elles vont pas laisser de traces. Souvent, ça se passe qu'entre deux personnes, il n'y a pas forcément de témoins. Donc, c'est ce qui nous fait dire qu'au final, quand les personnes elles sont déboutées, il manque cette reconnaissance. Comment est-ce que la relation elle peut se construire ou pas se reconstruire d'ailleurs, hein. Mais le juridique n'est pas la réponse absolue, loin s'en faut. Donc c'est ce qui est très intéressant au travers de cette vidéo. Alors oui, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui existe, hein, qu'il y ait une reconnaissance, mais on voit bien que c'est pas suffisant. Il y a besoin d'autres supports. Alors, merci Joël, merci François. Donc vous introduisez en fait l'enchaînement par rapport à cette journée, qui est de dire que en définitive le juridique ne suffit pas, ou à tout le moins il faut effectivement qu'il y ait des limites qui soient données, qui soient énoncées, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue relationnel, ce n'est pas satisfaisant et tout doit se faire peut-être en amont au niveau de l'entreprise.